Bonjour et bienvenue à ce bilan de voyage pour mon séjour en août dernier à Universal et SeaWorld. Mais juste avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques d'Orlando. Donc, pour cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup de notes pour vous. Il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Il y a plusieurs points que je veux aborder puisque je vous ai fait comme une annonce de voyage où est-ce que j'avais mis en général mes plans, le budget, etc. Et là, on fait une réflexion sur comment j'ai trouvé ça à la Universal. C'est très différent pour moi. J'ai vraiment l'habitude d'aller beaucoup à Disney World. Par contre, ceux qui me connaissent depuis plusieurs années savent que avant la période du COVID, j'étais également pass holder à Universal. Donc, j'avais une passe annuelle à Universal et une passe annuelle à Disney. Après le COVID, je suis allée vraiment que Disney puisque les prix des passes annuelles avaient beaucoup augmenté et j'avais comme le défi de tout faire à Disney World. Là, maintenant, je crois que j'ai le défi de tout faire à Universal. Mais je veux commencer par vous parler des hôtels Universal que j'ai fait durant mon séjour. Donc, pour ce voyage-ci, j'avais réservé 2 suites familiales, une au Cabana Bay et une au Dockside Inn. Pour ce qui est du Endless Summer, j'avais déjà fait le Surfside Inn and Suite, mais pas la section Dockside, là. Donc là, c'était vraiment une nouveauté pour ma chaîne YouTube pour vous la présenter. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé des hôtels? C'est sûr, c'est des beaux hôtels. Je vais mettre un petit peu l'emphase sur le fait que j'étais là au mois d'août, avec la grosse chaleur en Floride. Donc, j'ai pas vraiment profité pleinement de mes hôtels comme j'avais envie. Et également, j'ai une petite restriction que je peux pas me baigner côté médical. Donc, avec la chaleur, je pouvais pas vraiment aller profiter de la piscine, de la Lazy River, du Cabana Bay. Par contre, c'est un vraiment très bel hôtel. Je le trouve toutefois très grand. Si j'y étais allée pour la première fois en janvier-février, ça m'aurait pas du tout dérangé la superficie de l'hôtel puisqu'il n'aurait pas fait aussi chaud. Là, pour la période de l'été, je trouvais que c'était assez excessif là, la marche à l'extérieur de cet hôtel-là. Il y a une section de l'hôtel qui est à l'intérieur, donc peut-être que l'été, ça serait le type de chambre que je prioriserais. Par contre, il y a quand même beaucoup de marches. Et il y a une section de l'hôtel qui a des portes à l'extérieur, menant à l'extérieur. Donc, quand on sort ou on entre de la chambre, on est à l'extérieur. Et celle-ci, dès qu'on sortait le matin, on avait très chaud, mais elles étaient quand même proches du Garden Walkway. Pour ma part, j'étais super bien située. J'étais quand même à 2 minutes de marche de l'autobus. Donc, il y avait des pour, il y avait des contre, mais j'ai beaucoup plus préféré pour la période de l'année que j'y étais le Dockside, puisque lorsqu'on naviguait dans l'hôtel, on était à l'air climatisé, on n'était pas au gros soleil. Et je trouvais que c'était vraiment un très bel hôtel. Les chambres, j'ai vraiment préféré celles du Dockside. Je les trouvais plus propres. Il n'y avait pas de tapis. Il y avait moins d'usure que celle du Cabana Bay. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'usure dans la chambre. Mais côté Hôtel Universal, ils ont des très beaux hôtels et pour le prix, on se trompe vraiment pas. Prochain point, je veux parler des transports. Donc, à Universal, ils sont vraiment bien organisés côté autobus. Presque tous les hôtels ont des autobus vers les parcs thématiques. Je dis presque tout là, parce que certains hôtels vont avoir la navette fluviale, donc le water taxi, là, le taxi sur l'eau, un genre de bateau qui nous amène au cœur du City Walk. Tous les hôtels vont avoir le transport vers Epic Universe. C'est quand même très efficace, même si Epic Universe est un peu plus au sud que le Universal Studios qu'on connaît bien. Et eh bien, je trouvais que avec le transport Universal, c'était super bien fait. Pour ce qui est du transport, il y avait une voie réservée autobus, donc nous, on n'avait pas de trafic pour les déplacements. Donc, c'est environ 15 minutes du Dockside se déplacer vers Epic Universe avec tous les feux rouges et tout ça, là, attendre pour arriver finalement au stationnement. Donc, les autobus, ce que j'aime beaucoup à Universal est que lorsqu'on va à Universal Studios ou Islands of Adventure, on prend un bus vers le City Walk, donc c'est super efficace. Il y a les autobus en continu pour nous amener au City Walk, donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis, à côté mobilité, j'ai pas vraiment eu une expérience où est-ce que j'ai vu quelqu'un en fauteuil roulant. C'est assez rare à Universal, mais tout était super accessible pour accueillir un fauteuil roulant dans l'autobus. Et pour aller vers la sécurité, il y a également des ascenseurs, si jamais vous avez fauteuil roulant ou poussette ou tout ça. Tout est vraiment adapté, même si on voit beaucoup d'escalators à Universal. Tout est fait pour la navigation de fauteuil roulant. Ensuite, je vais parler du Early Admission. Donc, durant mon séjour, j'ai fait le Early Admission à Islands of Adventure et également à celui de Epic Universe.
Celui de Islands Adventure, j'ai vraiment aimé et nous, notre stratégie, c'était de ne pas aller faire Hagrid. Oui, on aurait pu y aller et avoir un temps d'attente d'environ 30 minutes, mais pendant le Early Admission, on a plutôt misé pour faire Velocicoaster, une nouveauté des dernières années qui est vraiment très intense. Et on a également fait Forbidden Journey et Flight of Hippogriff. Donc, en 1 heure, on a fait 3 attractions au lieu d'attendre en file pour une seule attraction. Donc, ça a valu quand même la peine. Ensuite, pour Epic Universe, il y avait 2 sections qui étaient ouvertes pour le Early Admission. On avait celle Nintendo et Dark Universe. Ça pourrait changer selon votre visite. Mais tout le monde se précipitait à Nintendo et c'est une tendance au Early Admission d'Epic Universe. Tout le monde aime aller à Nintendo et nous, on a fait la stratégie inverse de la foule. On est allé à Dark Universe et on a terminé notre journée dans le monde Nintendo et ça a été vraiment gagnant pour nous puisqu'on n'avait pas d'attente à Dark Universe. Ensuite, on a pu aller à Harry Potter, faire le Ministry of Magic. On a fait ensuite Isle of Berk, que c'est la section où est-ce qu'on a passé le moins de temps, on a pu faire le moins de choses, il y avait quand même beaucoup de personnes. Et on a terminé notre journée à Super Nintendo World et c'était vraiment cool parce que là, on avait presque pas d'attente. Le restaurant était beaucoup moins bondé, le Toadstool Café qui est très populaire le midi. Le soir, on a pu avoir une table très facilement, donc ça a été très chouette, notre stratégie à Epic Universe, j'ai adoré. Et le Early Admission en vaut quand même vraiment la peine si vous êtes sur le site. Sinon, si vous êtes hors site, je dirais que votre journée à Epic Universe, vous allez avoir le temps de presque tout faire, généralement s'il n'y a pas de bris mécanique d'attraction, mais vous allez sûrement rester jusqu'à la fermeture du parc pour avoir le temps de vraiment tout faire, puisqu'on attend quand même en file. Il y a beaucoup d'attractions, mais pas tant que ça à Epic Universe. Donc, on attend quand même beaucoup dans notre journée, mais si vous êtes bien entouré, avec des bonnes discussions, ça passe quand même vite le temps d'attente. Ensuite, je veux parler du concept de Family Room. C'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui connaît, qui a ça à Universal. Donc, la plupart des files d'attractions Universal ont une Family Room avant l'embarquement. C'est fait pour les personnes qui peuvent pas faire l'attraction, n'ont pas envie de la faire, ou si vous avez des enfants, c'est comme là le Rider Swap, là, où est-ce qu'il y a un parent qui reste avec les enfants, l'autre fait l'attraction et ensuite on échange de parents pour que le deuxième puisse embarquer. Nous, ce qu'on a aimé du Family Room est que même si on savait que quelqu'un ne voulait pas faire l'attraction, il venait avec nous en file d'attente puisque air climatisé au mois d'août et ils pouvaient nous attendre à l'intérieur à l'air climatisé. Donc ça, c'est quelque chose que je veux que vous soyez conscient que même si quelqu'un ne veut pas faire une attraction, veut vous attendre, elle peut venir voir la file d'attente puisque presque toutes les files d'attente Universal sont thématisées et vous attendre ensuite à l'air climatisé pendant que vous faites l'attraction. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de rester ensemble et également de ne pas, surtout pour nous durant l'été, avoir un coup de chaleur en entendant les membres du groupe, la personne qui ne voulait pas faire l'attraction. Pour ce qui est des temps d'attente, on a été, je pense, vraiment chanceux au mois d'août. C'était la période où est-ce que on avait le Back to School à Orlando, donc beaucoup moins de personnes qui habitent à Orlando venaient dans les parcs thématiques, quoique le week-end, il y avait un peu plus de visiteurs. Mais côté temps d'attente, ça a été quand même très raisonnable. On n'a pas eu besoin des passes express ou quoi que ce soit. Je dirais que ça s'applique généralement presque toute l'année à Universal. Il y a moyen d'y aller sans Express Pass, sauf, je dirais, tout ce qui est proche d'un férié. Là. Donc, Noël, jour de l'an, cette période-là, le Thanksgiving américain, le President's Day en février, Pâques et tout ça, le 4 juillet, toutes ces période-là qu'on est une semaine avant et après un férié, c'est là que les passes express seraient vraiment utiles à Universal pour pouvoir faire tout si vous avez une limite de temps, nombre de jours de visite. Mais sinon, Universal, c'est un parc que lorsqu'on le connaît super bien, les gens et la foule naviguent d'une certaine manière et selon les stratégies que je vous ai déjà partagées sur ma chaîne, ça fonctionne super bien presque à tous les jours. C'est le même scénario qui se produit à Universal. Donc, vous pouvez aller regarder tout ça si vous voulez en apprendre plus sur comment la foule navigue le parc et comment être gagnant durant votre visite pour vraiment maximiser votre temps sans passe express. Côté restauration, je dirais que c'est le voyage où est-ce qu'on avait le moins de trucs de planifier. J'avais quand même réservé beaucoup de services à la table en termes de restauration. Par contre, à Universal, on peut les annuler vraiment jusqu'à la dernière minute. On n'a pas besoin de laisser, pour la plupart des restaurants, une carte de crédit à notre réservation. Donc, j'en avais réservé beaucoup que finalement, on n'est pas allé puisque selon le moment présent, c'était plus ce qu'on avait envie de manger ou bien on était un peu trop loin, on n'avait pas envie là, de marcher avec la chaleur de la Floride vers ces restaurants-là. Donc,
dernière minute, on a fait beaucoup d'ajustements. Mais côté quick service, il y a beaucoup de restaurants quick service à Universal et je trouve que dans les dernières années, ils se sont beaucoup améliorés pour avoir différentes expérience culinaire, je pourrais dire, puisqu'il y a beaucoup de restaurants avec une thématique. Je pense au Leaky Cauldron, au Three Broomsticks, au Minions Café, au Circus McGurkus. Donc, il y a beaucoup d'expériences que vous pouvez faire en quick service qui va coûter vraiment moins cher et que vous allez quand même super bien manger. Ensuite, je vais parler de l'application Lyft. Plusieurs utilisent Uber. Moi, pour ma part, à Orlando, je trouve que Lyft, c'est le leader. Les prix sont un peu moins chers. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de chauffeurs Lyft maintenant que ce qu'on avait auparavant avec Uber. Ça s'applique pour Orlando spécifiquement. Mais ce que je veux parler des Lyft, c'est que à Universal, tout est quand même proche vers l'extérieur du site. Et pour notre part, on a eu quand même un gros budget Lyft. Je vous dirais qu'on a dépensé environ 300 $ canadiens au total en Lyft pour notre voyage. Ça comprend les déplacements aéroport vers hôtel Universal, nos déplacements vers SeaWorld et également il y a quelques fois où est-ce qu'on est allé manger hors site. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus facile à partir de SeaWorld de prendre un Lyft et d'avoir un prix très raisonnable pour aller manger. Soit nous, on est allé au Olive Garden, on est allé au Applebee's. Donc, il y a différentes chaînes de restaurants à proximité, surtout si vous êtes dans le secteur du Endless Summer. Vous êtes vraiment plus dans un secteur, je dirais, traditionnel d'Orlando. On est moins dans une bulle Universal et on même à pied différentes chaînes de restaurants que vous pouvez aller comme IHOP, Red Lobster et tout ça. Donc, nous, le Applebee's, on l'avait même marché pour aller. Le retour, on a pris un Lyft. Mais tout ça pour dire qu'il y a moyen, si vous êtes au Endless Summer, d'aller hors site à pied et se sentir quand même en sécurité. Même si j'étais hors site, je me sentais pas plus dans la bulle. Je trouvais que c'était très propre, très sécuritaire et j'avais pas peur pour le fait de me promener en pleine rue. Si vous avez des données cellulaires sur votre téléphone, c'est super cool. On peut se faire un petit GPS et on se sent vraiment en sécurité à naviguer là, autour de Universal à pied. Donc, nous, dans les lifts, on a pris également un lift vers les Premium Outlets. Donc, à Universal, à proximité, vous avez des outlets et il y a une boutique Character Warehouse. Donc, nous, on en a profité. Donc, on a fait une journée de repos puisque j'aime faire plusieurs hôtels durant mon voyage. Puisqu'on était là pour 8 nuits, la journée qu'on transitionnait des hôtels, c'est la journée où est-ce qu'on a décidé de faire une journée plus relaxe. On est allé au Outlets, on est allé manger hors site, on a vraiment pris notre temps cette journée-là, pas de rush, pas de go là, dans les parcs thématiques. Donc ça a fait vraiment du bien, mais c'est ça, il y a plusieurs choses aux alentours. Il y a également le Icon Park qui est vraiment pas trop loin que vous pourriez aller. Il y a un musée de cire. Il y a plusieurs trucs, donc le Madame Tussauds et au Icon Park. Vous avez également la grande roue iconique d'Orlando. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a des mini-golf aussi autour thématisés, pas trop loin que vous pourriez aller. Donc, il y a vraiment des belles activités dans le secteur Universal, plus au nord là, de Orlando comparativement à Disney World qui est plus vers Kissimmee. Donc, puisqu'on est allé plusieurs fois hors site, ça m'a comme un peu le dégêné de ne plus être dans la bulle Universal. Et c'est le truc que j'ai le plus aimé, je crois, que ça me rappelait beaucoup mes vacances quand j'étais jeune, où est-ce qu'on louait des maisons, des condos ou quoi que ce soit, et qu'on était vraiment à Orlando. Donc, je trouve que c'est quand même un très beau voyage tout de même si vous n'êtes pas dans la bulle Universal ou la bulle Disney, vous allez passer un très beau voyage à Orlando. Et moi, j'ai vraiment adoré mon expérience. Donc, c'est sûr que pour votre part, je crois que si le budget est plus serré ou bien vous voulez quelque chose de différent, vous allez tout de même vraiment apprécier votre voyage. Ensuite, je vais parler des casiers aux attractions. Donc, moi, j'ai amené mon sac Disney que je traîne vraiment dans tous les parcs thématiques. Je vais vous le montrer, je vais le chercher. Donc, le voici. Il est vraiment pas très gros. Il y a des gourdes de chaque côté. C'est un mini sac à dos. Et c'était très serré pour les casiers à Universal. Pour les casiers à SeaWorld, c'est un peu moins pire. On pouvait plus rentrer de choses. Donc, moi, ce que je vous conseille pour Universal, c'est un type de sac avec des bandes qui se tirent. Là, je vais vous montrer un exemple. Donc, pour Universal, les casiers, ce que je vous recommande, c'est soit un sac banane. Mais le meilleur sac, ça serait ce genre de sac-là, qui se porte là, comme un sac à dos, mais c'est très malléable. Là. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment ce qui est le mieux pour les casiers à Universal. Ils sont quand même profonds, les casiers, donc c'est le genre de sac que vous pouvez facilement glisser et vous pouvez quand même apporter plusieurs trucs.
Donc, tout dépendant combien vous êtes dans votre famille, j'apporterais peut-être 2, 3 sacs comme ça chacun. C'est juste pour répartir le poids, pas qu'il y ait une personne qui traîne tout toute la journée et elle a mal au dos. Ça a été exactement mon cas. Donc, côté stratégie, j'amènerais des sacs comme ça. Vous avez sûrement déjà des sacs comme ça à la maison, là, ça ressemble beaucoup à des sacs d'éducation physique pour le linge de sport de vos enfants, ou bien achetez-les d'avance sur Amazon parce qu'on a regardé pour en acheter sur place et c'était autour de 30 à 40 US à Universal. Donc, ils savent très bien que les gens veulent ce type de sac et chargent le gros prix. Donc, préparez-vous d'avance. Ensuite, je veux parler de SeaWorld. Donc, SeaWorld, j'étais déjà allée à plusieurs reprises durant mon enfance, à Aquatica également. Donc là, c'était vraiment mon grand retour. Ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas allée. Il y a eu plusieurs controverses là, dans les dernières années avec ce que SeaWorld faisait. Moi, personnellement, je suis pas ici pour parler de politique ou tout ce qui est bien ou mal. Donc, je voulais vraiment aller voir de mes propres yeux SeaWorld, qu'est-ce qui en était. Et j'ai trouvé que c'était vraiment plus axé sur la conservation des animaux. SeaWorld ont toujours été un leader en Floride pour tout ce qui est conservation, animaux, tortues. Donc, moi, personnellement, j'ai toujours eu confiance en eux qu'il y a beaucoup d'actions de bénévolat. On peut s'inscrire avec SeaWorld pour aller faire là, les protections de nids de tortues sur le bord de la plage et voir les œufs éclore et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'options de bénévolat pour la faune et la flore avec SeaWorld. Donc, j'ai toujours eu une belle image d'eux et j'ai pas trouvé que, en étant sur place, ça reflétait vraiment les controverses qu'on a vues en ligne. Toute histoire a deux côtés à une médaille. Donc, moi, personnellement, de ce que j'ai remarqué, j'ai trouvé que c'était super bien et que c'était un parc thématique que je vais qualifier comme mature. Donc, les arbres sont vraiment beaux. Tout est vraiment beau, les aménagements. Ils ont vraiment amélioré le parc thématique depuis la dernière fois que j'étais allée. C'est encore plus beau. Et pour ce qui est côté attraction, je trouve que c'est un beau mélange montagne russe, exhibit, fond marin. J'ai beaucoup aimé que les attractions, la sortie, au lieu d'être tout de suite dans un gift shop, là, un magasin, on était dans un exhibit. Donc, je vais prendre l'exemple de la montagne russe Penguin Trek. Quand on sort de la montagne russe, on est dans le exhibit des pingouins. Il fait excessivement froid. Donc, ça, j'ai trouvé ça très cool. L'immersion à SeaWorld, c'était vraiment très bien fait. Pour notre part, puisqu'on n'avait pas de voiture et on se déplaçait en lift, on a pris la SeaWorld Fun Card. Et au début, je voulais prendre celle 2025 qui me donnait accès à SeaWorld jusqu'à la fin 2025 avec quelques blackout dates, donc des dates non valides. Mais finalement, quand je suis venue pour l'acheter la veille de ma visite, elle n'était plus disponible, mais pour 20 $ de plus, j'avais une carte qui me donnait accès le reste de 2025 et tout 2026. Donc finalement, ça a été vraiment une aubaine pour 143 $ par personne, plus taxes en dollars américains. On a accès à SeaWorld pour, je dirais, 1 an et 4-5 mois. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Alors, pour y retourner, c'est sûr que ça vaut vraiment la peine pour notre part. Et si j'avais dépensé 20 $ de plus, j'aurais pu également avoir accès à Aquatica. Donc, tout dépendant de vos dates de voyage, qu'est-ce que vous voulez faire, ça peut valoir la peine d'observer la Fun Card à SeaWorld. Ils ont également des options de passe annuelle qui incluent stationnement et des rabais, mais pour notre part, c'est beaucoup plus avantageux la Fun Card puisqu'on n'a pas besoin de stationnement et les rabais, on avait calculé que ça valait pas tant la peine pour nous. Il fallait dépenser beaucoup plus qu'on s'attendait de dépenser pour optimiser nos rabais. Ensuite, je vais parler de la chaleur du mois d'août. Moi, je suis une adepte d'aller à Disney World au mois d'août. La mi-août, c'est souvent une période que j'adore aller à Disney World. Là, cette année, j'ai trouvé qu'à Universal, c'était plus difficile qu'à Disney World, la chaleur. On a moins d'arbres dans les parcs thématiques, moins d'ombre, moins d'endroits pour s'asseoir. Donc, j'ai trouvé ça très difficile, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les stations Coca-Cola Freestyle qui sont presque partout et on peut avoir de l'eau vraiment froide là, pour remplir nos gourdes. Donc, nous, on avait des gourdes là, isothermes qui gardent le froid ou le chaud, tout dépendant du liquide qu'on y met. Donc, notre eau, elle était froide en tout temps dans ces gourdes-là et on pouvait avoir de l'eau. Il y en avait partout des stations Coca-Cola Freestyle. Je m'attendais vraiment pas à ça. Même chose pour SeaWorld. Et je vous dirais que le 45 degrés avec 100% d'humidité a été très difficile cet été. Les autres étés à Disney World, je m'en rendais moins compte, c'était moins intense. Mais pour Universal, je trouve que c'était
plus difficile. Donc, ça prend vraiment serviette rafraîchissante, ventilateur, amenez tout ce que vous pouvez, puisqu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'ombre et d'arbres dans leur parc thématique, surtout le Universal Studios Florida. C'est lui qui était le plus difficile selon moi. Pour Epic Universe, surprenamment, on est allé la journée la plus chaude du voyage. Et ça n'a pas été aussi pire qu'on pensait. On a eu chaud, mais nous, notre stratégie, c'était au lieu de manger des gros repas, on a mangé un petit peu de temps en temps et on allait dans les quick service pour pouvoir s'asseoir à l'air climatisé. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Et on prenait là, notre fameux sachet là, de limonade en poudre qu'on mettait dans notre eau. Ça nous aidait vraiment beaucoup là, pour garder la cadence pour visiter le parc thématique et pas avoir de coup de chaleur. Parlant de Epic Universe, j'ai adoré mon expérience. Au début, j'avais planifié d'y aller 2 journées, mais je trouvais ça excessivement cher, 250 $ canadiens par personne pour visiter Epic Universe. Surtout que ça revenait moins cher d'avoir la passe Fun Card à SeaWorld. Donc, on a fait un compromis de faire une journée à Epic et aller à SeaWorld. Sinon, on aurait sûrement fait que 2 journées à Epic sans SeaWorld. Je dirais que j'ai aimé y aller une seule journée parce que je savais que c'était ça. Donc, il fallait vraiment que j'en profite au maximum. Une seule journée. 2 journées, je pense que la première, je l'aurais peut-être pris un petit peu pour acquis. Et la deuxième, j'aurais été là, oh non, j'ai pas tout fait. Donc, une journée pour la période qu'on était allé où est-ce qu'il y avait pas beaucoup de personnes en milieu de semaine, l'école est recommencée. C'est vraiment idéal. Et on est parti vers 8h30 le soir. J'avais encore de l'énergie pour rester. Mais je sais pas si c'était l'adrénaline, là. Parce que j'étais quand même vraiment fatiguée d'être arrivée à 8h30 du matin, partir à 8h30 du soir. Donc, ça faisait déjà 12 heures qu'on était là dans le parc. Et de la manière que nous, on l'a visité, de faire Dark Universe, Nissan La Magie, How to Train a Dragon, Celestial Park et Super Nintendo World, on n'a pas zigzagué là, non-stop dans le parc. Donc, on s'est évité beaucoup de pas. Et ça a été la journée qu'on a fait le moins de pas de la semaine. Donc, ça a vraiment aidé. Mais le lendemain, j'étais tellement raquée. Genre, j'avais vraiment de la misère à marcher. Les Tylenol, c'était obligatoire pour pouvoir vivre cette journée-là. Donc, ça pourrait être un bon truc après votre journée Epic Universe de vous mettre une journée de congé pour vraiment vous reposer. Et nous, ce qu'on avait fait la veille, on avait fait une journée calme la veille parce qu'on savait qu'on allait être fatigué après Epic. Donc, on avait essayé avant et après Epic d'avoir comme 2 journées mollo là, pour vraiment se remettre sur pied. Ensuite, je veux parler du Wi-Fi, connexion, réseau. Dans ce coin-là d'Orlando, je sais pas ce qui se passe, mais tout ce qui est réseau cellulaire, c'est vraiment pas fameux. Et également tout ce qui est Wi-Fi, vraiment pas fameux. La 5G, là, oubliez ça, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est correct pour commander des lifts, etc. Mais je vous dirais que pour naviguer sur les réseaux sociaux à l'hôtel, il faut absolument se mettre sur le Wi-Fi de l'hôtel parce que le réseau cellulaire n'est vraiment pas si fort que ça. Donc, moi, pour ma part, j'ai un forfait téléphone Canada-États-Unis. Donc, je peux utiliser mes données cellulaires aux États-Unis. Mais je pense pas que j'aurais payé pour des données cellulaires. Ça aurait été plus une perte de temps. Quoique, si vous voulez vous déplacer en Lyft, Uber, je vous conseille fortement d'avoir des données cellulaires pour le côté des commander votre Lyft, mais également le côté sécurité, de pouvoir suivre votre trajet quand vous êtes dans le véhicule, dans l'application mobile avec vos données cellulaires. Donc, ça vous donne un petit avant-goût de peut-être pas prendre trop de données, mais d'en avoir un peu juste pour vous dépanner. Donc, quand vous n'avez pas de besoin, vous pourriez fermer vos données cellulaires, tout dépendant de quel type de forfait vous voulez. Mais une personne pourrait vraiment se débrouiller à Universal avec que le Wi-Fi Universal sans problème. Ensuite, je vais parler de la livraison d'épicerie à l'hôtel. À Universal, ça ne fonctionne pas de la même façon qu'à Disney. Donc, à Disney, le Bell Services, les employés du lobby, peuvent réceptionner et entreposer votre commande. À Universal, c'est pas du tout le cas. Vous devez être présent pour accepter votre commande d'épicerie et elle ne pourra pas être entreposée. Ils n'ont pas les frigidaires et tout ça requis pour garder votre nourriture au froid. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est après avoir eu notre chambre d'hôtel, c'est là que j'ai effectué une commande d'épicerie et je l'ai fait avec Uber Eats.
C'est un petit peu plus cher, mais en 45 à 60 minutes, c'était livré à l'hôtel. Donc, le soir, vers 7h45, c'est là que j'ai fait ma commande. Et je vous dirais que vers 8h30, elle a été livrée. Donc, c'est quand même super efficace et il y a beaucoup de choix avec Uber Eats d'épicerie. Nous, on a pris Target. C'est celle que j'aime le plus pour magasiner côté nourriture épicerie à la chambre d'hôtel. Il y a vraiment de tout. Les prix sont raisonnables et la qualité des aliments est souvent très bonne. La chose que j'ai le plus aimé de mon voyage, c'est vraiment qu'à Universal, on n'a pas besoin de tout planifier. Nous, vu qu'on avait une passe annuelle, on avait le choix si on voulait être dans les parcs ou non, mais je vous dirais que même si vous avez des billets de parcs thématiques, vous avez quand même une flexibilité à Universal pour choisir votre horaire. C'est moins rodé comme à Disney où est-ce que faut avoir des lightning lanes à telle heure, tel jour, si vous voulez le multipass, single pass, les réservations de resto, tout ça. Je vous dirais qu'à Universal, c'est beaucoup plus le moment présent. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ça de mon voyage et j'ai aussi beaucoup aimé avoir une journée de repos sans parc thématique qui était vraiment dans le milieu de mon voyage. Ça a vraiment fait du bien pour se reposer. Et le mix Universal SeaWorld, je trouve que ça se fait vraiment bien. Donc si par exemple vous êtes au Stella, Terra Luna ou bien au Endless Summer, vous êtes vraiment situé au milieu du secteur. Vous avez accès à Universal, mais également en lift Uber très rapide à SeaWorld. Vous allez également à Epic Universe. Donc, maintenant, Universal, c'est une destination d'une semaine là, avec Universal Studios Florida, Islands Adventure, Volcano Bay et Epic Universe. Vous pouvez vraiment passer une semaine là, mais je dirais qu'il y a même s'ajouter une journée à SeaWorld pour être cool. Et Aquatica est un super parc aquatique à Orlando que j'adore. Et également Discovery Cove. Si vous connaissez pas, si vous avez quelqu'un qui est fan de dauphins, de vie marine, Discovery Cove appartient à SeaWorld et c'est un parc que on a la nourriture de compris à volonté toute la journée. Et vous avez également accès à différentes expériences comme nager avec les dauphins, nager avec des raies, il y a également des requins, il y a toutes sortes de choses à faire. Donc, c'est un parc également à considérer dans le secteur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça vaut vraiment la peine également de penser à Discovery Cove. Je regarde mes notes, mais je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce que je voulais parler. Côté annonce de voyage, j'avais dit que ce voyage-ci, je l'avais trouvé un petit peu cher là, avant le départ et finalement, il a coûté un peu plus que prévu. Mais j'ai trouvé que ça faisait vraiment des belles vacances. J'ai adoré et je me suis pas du tout ennuyée de Disney durant mon séjour. Donc, c'est quelque chose que les gens se demandent souvent s'ils vont à Universal pendant une semaine. Est-ce qu'ils vont s'ennuyer de Disney? Pour ma part, pas du tout. J'ai trouvé que Universal se sont vraiment améliorés pour l'immersion, créer une bulle. Donc, si vous êtes dans un hôtel Universal, vous prenez leur transport. Moi, je trouve que c'est une super belle expérience. On se sent vraiment en vacances, on décroche. Donc, je vous le recommande fortement. Et pour ce qui est de l'âge des enfants, c'est vraiment relatif parce que Universal, ils ont des sections pour enfants dans tous les parcs. Donc, il y a des choses à faire pour eux. Mais je dirais que c'est une clientèle vraiment plus adolescent et plus haut. Puis si vous avez une famille, donc je dirais que un enfant de moins de 10 ans, ça serait un petit peu difficile. Mais quoique, même si votre enfant a 10 ans, il y a beaucoup de montagneuses à Universal de sensations plus fortes. Donc, si votre enfant n'est pas habitué à ça, ça pourrait être difficile. Donc, peut-être plus ciblé un 14, 15, 16, 17 ans. Ces jeunes-là vont vraiment, vraiment avoir du fun à Universal. Mais c'est vraiment une belle expérience pour toute la famille. Donc, c'est tout pour mon bilan de voyage. J'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, je vous invite, comme à l'habitude, à laisser une mention j'aime, à vous abonner pour ne rien manquer et on se dit pour une prochaine fois. Bye!